Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission avec Laurence Roland de l'entreprise Gourmande et compagnie, entreprise de biscuits installée à Castanet-Tolosan, près de Toulouse. Bonjour Denis Avril. Bonjour. Référent éthique pour l'émission Le goût d'entreprendre. Et première question à Laurence, Denis. Oui, donc on vient de nous parler de votre transformation en SCOP. Bon, ça a été, d'après ce que j'ai compris, suite à une aventure financière. Mais maintenant, c'est devenu une aventure humaine alors. Parce que quand on a des collaborateurs, j'allais dire des salariés, mais ça devient des collaborateurs, qui sont aussi actionnaires, on va dire coopérateurs en fait, de l'entreprise, ça change quand même tout dans une entreprise. Alors oui et non à vos deux questions, sur l'aspect financier, ça a été le déclencheur, l'aspect financier, mais la volonté de se transformer en SCOP, ça a vraiment été une aventure humaine, parce qu'il aurait été 10 fois plus simple pour moi de me dire ok, on revend et puis voilà, et puis c'est terminé. Psychologiquement, je pouvais tout à fait accepter la chose. Émotivement et dans mon cœur, non, quoi, c'était pas possible. Ça, ouais. Donc voilà. Donc c'était vraiment parce que j'étais très attachée aux collaborateurs de l'entreprise et à ce qu'on avait construit. Donc c'était vraiment aussi une aventure humaine, même s'il y avait cet aspect financier. Et après, par rapport au changement sur le mode de fonctionnement de l'entreprise. Pas vraiment, dans la mesure où, en fait, en termes de fonctionnement opérationnel, on a gardé exactement la même structure, c'est-à-dire que je reste la gérante, je prends les décisions, j'ai mandat pour prendre les décisions que je juge importantes, opérationnelles, qui ne sont pas des décisions, on va dire, de niveau assemblée générale ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire le déménagement de la société, l'acquisition la mise en œuvre d'investissement, l'acquisition de machines, la transformation de la société, voilà. Tout le reste, aujourd'hui, j'ai mandat de mes collaborateurs pour prendre les bonnes décisions. Maintenant, l'idée à terme, c'est vraiment d'arriver à les impliquer complètement dans les décisions qui sont prises dans la société, parce que d'une part, s'ils participent à ces prises de décision, ils seront encore plus impliqués et ils comprendront mieux des fois les enjeux. Et puis deuxièmement, parce que je leur dois bien ça. C'est tout. Je ne vais pas rester gérante à décider de tout toute seule. C'est pas ça l'idée. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de partager avec eux. Mais voilà, ça va être... on va réaliser ça petit à petit. Pour le moment, on n'y est pas encore. Denis, une autre question. Oui, mais alors, si vous avez pu donc les impliquer dans cette aventure avec vous, c'est que vous aviez déjà créé un certain état d'esprit. J'allais dire, vous aviez... des valeurs que vous partagiez avec vos salariés. Ouais. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces valeurs-là ? Et puis, j'étendrai aussi aux fournisseurs, peut-être. Oui. En fait, l'idée, c'était je ne sais pas si je l'ai fait de façon consciente, mais je me suis toujours dit que sur une aventure comme ça, sur une société artisanale, en fait, on demande beaucoup à ses collaborateurs. Parce que c'est une entreprise qui est jeune, on démarre une activité qui n'est pas simple, qui est fortement concurrentielle. Donc, ça sous-entend que vraiment on puisse s'adapter au rythme de l'activité qui est jamais très régulier. Et du coup, je me suis toujours dit que ce qui comptait, c'était la valeur de l'exemplarité. Donc, il fallait être au cœur du travail avec eux et puis pas être au-dessus de la pyramide à être très directif. Donc j'ai toujours eu un système d'encadrement assez participatif où j'étais vraiment au sein des équipes. J'étais tout le temps avec eux, en cas de difficulté aussi, quand ça allait bien aussi. Donc ça, je pense que ça a été important pour construire une relation de confiance, parce que peut-être qu'ils se sont dit, finalement, elle est avec nous, elle comprend bien ce dont elle parle. Ce n'est plus le patron, entre guillemets, c'est ça. Ça peut pas être ça. Pas cette image-là. Ça peut pas être ça, ou alors il faut être extrêmement directif, il faut être un despote. Mais moi, ça n'a jamais été ma conception de l'encadrement. Donc déjà c'était ça, l'idée c'était d'entraîner une équipe et de leur dire on est tous sur le même bateau, on va y arriver ensemble, voilà. Et si jamais ça se passe pas comme on avait prévu, c'est pas grave, on va trouver aussi les solutions ensemble. C'était ça, on a toujours fonctionné comme ça, et je vous avouerai que j'ai été surprise du nombre de solutions qui sont amenées par les personnes qui sont au quotidien confrontées aux problématiques. Parce que vous avez su leur donner confiance aussi. Oui, puis parce que je pense que j'ai essayé de les écouter, même si des fois c'est pas simple, parce que quand on a des préoccupations et qu'il y a des enjeux financiers qu'ils ne perçoivent pas, forcément, des fois, on confronte des points de vue qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Mais je pense qu'effectivement, en partageant, en pouvant partager tout ça et en s'appuyant sur les compétences de chacun, on arrive vraiment à trouver des solutions. Et c'est le principe de plusieurs cerveaux au lieu d'un seul cerveau, quoi. C'est ça, en fait. C'est l'intelligence collective.
Tout à fait. Vous êtes très bien référencés, vos biscuits sont très bien référencés, même dans les grandes surfaces. Comment vous faites justement pour vous imposer en grande distrie? Alors, imposer, c'est un bien grand mot. Non, on a fait quelques petits coups d'éclat et c'est un petit conseil que je peux donner peut-être aux jeunes ou aux créateurs d'entreprises qui se lancent en grande distribution. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir un petit peu d'assurance et d'aplomb. Nous, on a adhéré à une association qui s'appelle la FEF, qui nous permet de participer à des salons au niveau national au cours desquels on rencontre les acheteurs des grandes enseignes. Ouais. Donc, il va y avoir un salon Auchan, un salon Carrefour, un salon Monoprix. Et à l'occasion de ces salons, on peut présenter des produits pour le concours de l'innovation. Et on a gagné 2 années de suite des concours de l'innovation avec Carrefour et Auchan. Et ces concours nous ont ouvert les portes des grandes surfaces au niveau national. Ouais, c'est parce que vous aviez déjà un bon produit aussi au départ, à la base. Ou alors parce qu'ils ont dû trouver que le produit amenait quelque chose par rapport à l'existant, je ne sais pas, mais voilà. Voilà, et c'est vrai que ça a été le démarrage, vraiment le point d'orgue de... Ça vous a boosté ça? Ah oui, complètement. Ouais. Denis, une autre question. Oui, j'abordais tout à l'heure les fournisseurs. Est-ce qu'avec les fournisseurs, vous avez une relation particulière? Est-ce qu'ils partagent vos objectifs, vos valeurs? Comment vont ces relations? J'ai compris qu'ils étaient des locaux quand même. Donc. Alors oui, puis là, c'est en train de s'accélérer très fortement parce qu'on est complètement impliqué maintenant dans le commerce équitable, puisqu'on a pour objectif de transformer à horizon 2020 90% de notre fabrication en bio équitable. Donc équitable, c'est pas uniquement le commerce équitable nord-sud, c'est aussi le commerce équitable nord-nord. Donc par exemple, là, on va créer des produits pour la société Éthicable sous la marque Paysan d'ici. Et pour ces produits-là, plus de 50% des matières premières sont issues de production locale, avec des accords pérennes conclus sur plusieurs années où on garantit un prix aux fournisseurs. Notamment, pour vous donner un exemple concret, on va travailler avec une petite coopérative laitière bio qui s'appelle Biogam, qui fait du beurre, qui est située dans le nord-est de la France. Et donc, on a conclu un accord de prix avec eux, des quantités. On s'est engagé là-dessus pour avoir un rapport commercial qui soit intéressant pour eux et les aider aussi à se développer. Parfait. Ça, c'est plutôt aussi très, très, très encourageant et prometteur. Oui, pour tout à fait. Pour les années qui viennent. C'est important, puis c'est un petit peu notre conception valeurs de la. aussi. Oui, ça cadre avec nos valeurs et notre conception du commerce. Alors, on voudrait être un petit peu gourmand et curieux. Est-ce qu'il y a une tendance dans le biscuit? Est-ce qu'il y a une mode? Alors, les biscuits 100% bio, on en parlait, les biscuits véganes, les biscuits sans avec je ne sais quoi. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Quelle est la demande? Alors, il faut savoir que aujourd'hui, on parle beaucoup de la bio. Nous, on y croit énormément. Mais les biscuits bio, c'est à peine 4% du marché des biscuits. 4%. Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire encore. Oui, effectivement. Ah oui, il va falloir qu'on aille convertir pas mal de gourmands. Pourquoi il faut aller les convertir, ces gourmands-là? Il faut aller leur expliquer qu'aujourd'hui, ce qu'ils consomment, c'est souvent plein d'additifs, de matières premières qui ne sont pas forcément naturelles et qu'ils ont tout intérêt à basculer, s'ils le peuvent, évidemment financièrement, vers des produits qui soient plus respectueux de l'environnement et qui leur permettront aussi de mieux respecter leur santé. Voilà. Donc la grosse tendance, évidemment, c'est la bio. On en entend beaucoup parler, mais pas que. Au sein de la bio, il y a des micro-tendances. Donc là, le vegan est très tendance aussi. Qu'est-ce que c'est un biscuit vegan? Un biscuit vegan, c'est un biscuit qui n'utilise pas de matières premières issues des animaux. Pas de matière première animale. Donc, en fait, on va s'affranchir du lait, des œufs, du beurre, évidemment, forcément, mais aussi de matières premières qui pourraient nuire au bien-être animal. Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous utilisez de la noix de coco dans un biscuit qui se veut vegan, il faut que vous vérifiez que les noix de coco ne soient pas arrachées des arbres par des singes. D'accord. C'est ça. Ok. Voilà. Ah oui. Et vous allez sur place le vérifier? Non, je plaisante. Il faudrait. D'accord, oui, donc pardon, je vous ai coupé. Alors, les biscuits véganes? Donc là, les biscuits véganes, c'est les protéines végétales sont une vraie tendance. Dans le biscuit, ça n'a pas trop lieu d'être, mais par contre, le biscuit vegan est aussi une vraie tendance de fond. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le consommateur cherche un produit qui respecte l'environnement, mais pas que, qui respecte aussi la faune, la biodiversité, les animaux. Les animaux, ouais, tout à fait. Denis, une autre question.
Ben justement, ces clients, comment vous avez le contact avec eux? Comment vous les écoutez? Comment vous les recevez quand ils essayent de prendre contact? Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, il se trouve que j'ai une cousine qui est végane, donc j'ai beaucoup de chance. Et alors, cette cousine, pendant des années, m'a reproché de ne pas pouvoir consommer mes produits. Elle m'a dit, mais ils sont très sympas, j'ai envie. Mais elle me dit, mais tu sais, moi, je suis végane, donc c'est pas possible. Donc, c'était un petit peu l'original de la famille, je dirais, parce que ça fait plus de 20 ans qu'elle est végane. Et puis, je me suis dit, tiens, il faut quand même que je lui demande ce qu'elle en pense, comment elle voit les choses. Et donc, je lui ai posé la question. Elle m'a parlé d'un magasin vegan qui s'appelle le Cri de la Carotte, que vous connaissez peut-être sur Toulouse. Voilà. Et elle m'a dit, si tu as besoin de faire goûter les produits, tu peux tout à fait contacter ce point de vente, organiser des dégustations pour prendre des retours. Donc, en fait, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie par les réseaux sociaux de contacter des personnes qui sont concernées par ce type de mode d'alimentation. On leur demande de venir de nous contacter, pas de venir sur l'atelier, mais au moins de nous envoyer leurs coordonnées. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des échantillons, on fait goûter, on essaie de prendre leur avis. L'idée, c'est vraiment de mettre le consommateur au cœur du développement de produits. Ça, c'est très important pour nous. Ouais. Avec toujours la préoccupation de faire un biscuit gourmand, parce que le problème qu'on a sur ces produits véganes, c'est qu'on va avoir un biscuit qui pourrait être facilement vegan, mais par contre, pour qu'il plaise à toute la famille, ça, c'est moins évident. Oui, voilà, c'est un vrai challenge, ça. Ça, c'est un vrai challenge, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera justement à étendre ces modes d'alimentation et à faire qu'ils deviennent un peu grand public. C'est ça, voilà, tout à fait. Denis, une dernière question. Oui, donc là-dessus, est-ce que pour vous, le vegan, c'est effectivement votre objectif et de passer 100%, ou est-ce que vous allez avoir plusieurs gammes de manière à toucher tous les clients quand même? Non, l'objectif, vraiment, c'est d'être 100% bio et équitable. Ça, c'est l'idée. C'est absolument fondamental. Après, au sein du portefeuille produit, on va avoir une partie qui va être végane, évidemment. On a aussi une partie sans gluten, par exemple. Oui, voilà, sûr, c'est un marché important aussi. Alors, on a eu énormément de demandes de la part de consommateurs, en fait, parce qu'on faisait des petits macarons qui, naturellement, étaient sans gluten et qui nous ont demandé, mais est-ce que vous pouvez nous garantir vraiment qu'ils soient... est-ce que vous êtes sûr et certaine qu'il n'y a aucune trace de gluten? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec la FDIAG, qui est venue nous auditer, pour garantir vraiment, vous savez, le petit logo avec l'épi de blé barré. Donc ça, pour eux, c'est une garantie. Ça prouve bien que nos produits sont contrôlés de façon à ce que on est sûr qu'il n'y a pas de contamination croisée possible, on contrôle les matières premières et qui sont vraiment sans gluten. C'est une vraie garantie. Voilà. Oui. Merci Laurence. Avec plaisir. On ne peut pas visiter votre biscuiterie. Alors, on ne peut pas la visiter comme ça, mais on organise des journées portes ouvertes et je vous invite tous à nous contacter sur Facebook, sur la page Collectif des Gourmandes ou alors à l'adresse laurence@collectif au singulier -du6 gourmandopluriel.com pour me demander les dates des journées portes ouvertes que l'on organise courant décembre. Voilà, au mois de décembre, donc le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, merci Denis. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.